Aujourd'hui, le squad, j'accueille un combattant de jiu-jitsu brésilien avec les abdos taillés au couteau. Je parle bien sûr de Julius de la chaîne Purple Belt Kitchen. Julius, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Max. Écoute, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Écoutez, moi je suis Julius de Purple Bell Kitchen. Comme tu l'as bien dit, je fais du jiu-jitsu brésilien, du grappling, de la lutte à livrer. J'ai passé 40 ans. Je ne fais pas que des sports de combat. J'ai fait du foot pendant 10 ans, j'ai fait du judo, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait du vélo, de la natation, j'ai touché à tous les sports en Génial. compétition, en amateur. Je viens de la campagne, j'ai été militaire, j'ai été agent de protection rapproché. Je suis maintenant naturopathe et conseiller en nutrition. Je m'oriente principalement vers les sportifs. Voilà, c'est moi, j'ai résumé l'histoire. Mais tu vois, je ne savais pas du tout ce passé d'agent de sécurité, tout ça, et ce passé militaire. Comment tu as switché? Ah, le switch, il s'est fait vraiment progressivement. Comme je disais, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans à la campagne où j'ai pas vu grand-chose. Je me suis engagé à l'armée à 18 ans après avoir eu mon bac. J'ai passé 6 ans à l'armée. J'ai toujours voulu faire des choses. Alors, j'étais dans les unités de combat. J'ai toujours voulu aller dans l'action et autres. Et j'ai démissionné pour aller vers des choses un peu plus spécifiques. J'ai été dans le service de sécurité des Nations Unies à Genève, où je suis allé jusqu'à un niveau d'agent de protection rapproché en milieu hostile. Donc, je suis allé en Afghanistan avec des VIP, par exemple, pendant plusieurs mois. D'accord. Ben, j'ai une femme qui m'avait pas connu militaire. Et quand je l'ai vu pleurer tous les jours en échange visio quand j'étais en Afghanistan, je dit à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix parce que soit je finis tout seul, enfin, dans tous les cas, c'était si j'arrêtais pas ce que je faisais, j'aurais perdu ma femme, tu vois. Et je l'aime Ok. tellement que maintenant je suis encore avec. Donc j'ai plaqué tout. Je me suis retrouvé dans un bureau. C'est pas bien passé, tu vois, un lion en cage, burn-out, dépression. Et j'ai dit, je peux pas continuer comme ça. Et je me suis formé à la naturopathie parce que je voulais aller vers quelque chose qui m'animait, qui regroupait à la fois l'alimentation, la nutrition, la santé naturelle, le sport, l'activité physique. Tout ça combiné, ben on trouve ça dans la naturopathie. Donc je me suis formé en parallèle de mon boulot jusqu'au jour où j'ai dit ben, je suis prêt à me lancer tout seul. Et maintenant, ça fait depuis 2015-2016 que je suis naturopathe, conseiller en nutrition. Et j'ai construit Purple Bell Kitchen en 2017, après avoir eu toi, un an, 2 ans d'expérience de naturopathe. Ouais, bien Et sûr. Purple Bell Kitchen, dans le nom, tu vois, cuisine ceinture violette, c'était en référence à la ceinture violette que j'avais à l'époque en jiu-jitsu brésilien. Et Mhm. ça s'est lancé juste comme ça, une histoire de blog avec des recettes. Et ensuite, comme ça a pris, et alors que ça, j'avais vraiment pas cette intention de lancer ça à but de business, hein, façon de parler, hein. D'accord. Ça a pris. Et ben, en fait, l'activité de naturopathe, je l'ai mise dans Purple Bell Kitchen. Et maintenant, quand j'accompagne quelqu'un, c'est du conseil en nutrition, mais façon naturopathe. C'est vrai que justement, tu as cette spécificité-là. Justement, quels sont les profils de tes clients? J'ai vraiment de tout. Parce que je vais agir en Julius Purple Bell Kitchen sur les réseaux, où j'accompagne et je me mets en avant avec des combattants de MMA, hommes ou femmes, jiu-jitsu brésilien, grappling, évidemment. Mhm. Mais en parallèle, comme j'ai touché à tous les sports, et pas touché que quelques mois, hein, j'accompagne aussi des trailers, des triathlètes, j'ai accompagné des footballeurs de Ligue 2, des nageurs, voilà. Et puis, ça, c'est le côté sportif. Et à côté, j'ai des gens du quotidien. Ça va du nouveau-né jusqu'à la personne retraitée, senior. Ça va avec des problèmes de peau, des troubles digestifs, des accompagnements dans des pathologies un peu plus graves. J'ai à la fois la catégorie sportive Ok. et la catégorie plus personne du quotidien parce que je ne suis pas qu'un sportif, je suis aussi naturopathe avant tout Ouais. et je me permets d'accompagner les gens. Donc je soigne pas, hein, je suis pas médecin, c'est j'accompagne. Les personnes sont accompagnées par les médecins et moi, je suis là, je fais ma petite touche en fonction de leurs demandes. Ouais, tu as une spécificité qui est importante et qui permet effectivement d'aller un peu plus loin, je pense, sur la réflexion. Je vais te poser une question très claire. Quel est le point de vue des médecins? Je sais qu'il y en a qui sont un peu trop bornés. Quelle est ton expérience avec la science traditionnelle, dirons-nous? La vie qui ressort, c'est que les naturopathes, ce sont des charlatans. Hmm. Voilà, carte sur table. Donc, je pourrais très bien passer pour un charlatan. Et d'ailleurs, on voit bien avec l'actualité,
Quand on pense à des gars comme Thierry Casasnovas, dont on a parlé dernièrement, ou encore un autre naturopathe qui avait fait faire des jeunes, et il y a eu un décès, ou Irène Grosjean, qui elle aussi est une naturopathe reconnue, ben, D'accord. bien sûr, il suffit qu'il y ait une chose qui n'aille pas, et tout de suite on le met en avant, Mm, et on descend tous les naturopathes en flèche. Sachant que les personnes que j'ai citées précédemment, moi j'en connais un particulièrement et il n'y a aucun problème avec. Ça peut être du charlatanisme parce que peut-être ça ne va pas dans le mainstream des lobbies pharmaceutiques et autres, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. ouais. Le truc, c'est que moi, je ne veux pas faire de dogmatisme. La médecine traditionnelle, chez le docteur, chez le chirurgien, ben, ils sont là. C'est une médecine d'urgence, c'est une médecine chimique, mais qui fonctionne. Faut dire ce qui est, pour les urgences. Mais il y a des petites choses pour lesquelles ils ne sont pas peut-être pas aussi efficaces que naturopathe pour l'être. Un naturopathe formé, bien évidemment, pas formé sur Internet et tout. Il faut aller en école, il faut pratiquer des années. Moi, j'ai fait 2 ans d'école de naturopathie. Plus, j'explique pas la quantité de bouquins que j'ai lus, de formations que je me suis payé en parallèle, en France, à l'étranger. Donc, Mm. quand je dis que j'ai commencé en 2015, c'est en fait, j'ai commencé de me former en 2013. Et en fait, je veux dire que je suis en formation continue. Ensuite, pour revenir à ta question de base, comment on est perçu aussi par la médecine conventionnelle, hein, il y a aussi des médecins qui se forment, eux, à la naturopathie, qui sont médecins naturopathes. Chose qu'on appelle plus dans le milieu américain ou en Belgique et en Suisse, la médecine fonctionnelle, la médecine holistique. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y en a qui sont ouverts, mais c'est vraiment une minorité. Je sais que tu es quelqu'un qui voyage quand même beaucoup. Est-ce que justement, tu t'es intéressé aux différentes visions de la naturopathie dans les différents pays? Et si oui, quels sont-ils? Il faut savoir qu'en France, la naturopathie n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Donc, moi, j'exerce en tant que naturopathe. N'importe qui pourrait dire du jour au lendemain, je suis naturopathe. J'ai voyagé en Europe. En Europe, la naturopathie, dans certains pays, c'est reconnu. En Allemagne, en Suisse, au Portugal, par exemple. Et les gens vont voir, alors je ne dis pas tous les gens, bien évidemment, mais une bonne partie de personnes vont voir le naturopathe parce qu'ils savent que c'est un peu l'étape avant d'aller voir le médecin conventionnel où on sait qu'il y aura du chimique. Des fois, il y a besoin. Bien Donc, les sûr, gens ouais. sont assez ouverts. Donc, comme c'est reconnu, la population est ouverte. Elle est ouverte à ce genre de pratique. En France, il y a encore des personnes à qui on va dire je suis naturopathe, ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent c'est quoi ça. Ils entendent pâte, ils se disent ostéopathe ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, Mm. c'est un truc où on va toucher les gens et autres. Non, voilà. Parce que ça n'est pas reconnu en France, bah, les gens n'ont pas une bonne appréhension, sachant que c'est reconnu en Europe. J'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé en Amérique du Sud, Amérique centrale. Voilà, il y a même si des fois ça ne s'appelle pas naturopathe, c'est le même principe. Et comme c'est reconnu ou d'usage traditionnel, eh bien les personnes vont être ouvertes à cette pratique. Ouais, je vois. Au niveau de l'histoire de la nation, etc., Mm. tu peux avoir des différences assez intéressantes. Justement, donc, tu disais que tu accompagnais différents profils, sportifs ou non. J'aimerais qu'on se focus véritablement sur les profils sportifs que tu Oui. accompagnes. Qu'est-ce que tu apportes en plus à tes combattants grâce à la naturopathie? La naturopathie, c'est une vision holistique. Ça n'est pas que l'alimentation, ni Mhm. que renifler des huiles essentielles ou boire des tisanes. C'est une vision holistique. Et chaque naturopathe a une façon de procéder, bien évidemment. Mais moi, ce que je vais faire, c'est bien évidemment, je prends en compte l'alimentation, mais ça, c'est en dernier. Parce qu'avant ça, je vais prendre en compte comment la personne bouge, comment elle transpire, comment elle respire, comment elle élimine, donc par toutes les voies d'élimination du corps, comment elle boit, ce qu'elle boit, comment elle dort, comment elle récupère, comment elle se sent au réveil. Et à la fin, on va parler de l'alimentation, voir la quantité d'alimentation, comment elle mange, à quelle heure, la répartition, la couleur des aliments, la capacité de digestion. C'est pas juste dire, OK, tu fais un plan repas et tu manges ton poulet riz brocoli 3 fois par jour. Ça va bien plus que ça. Et ensuite, bien évidemment, le côté naturopathique fait que on a une formation avec tout ce qui est phytothérapie et aromathérapie, donc les plantes et les huiles essentielles. Si on a besoin de conseiller des plantes pour, par exemple, aider pour le sommeil ou peut-être pour aider à mieux digérer,
Ça, je le mettrais dans le plan final que je recommanderais. Ouais, Les pardon. sportifs, eux, ils se disent, pour performer, qu'est-ce que je dois manger? Je me vends comme conseiller en nutrition, parce que des fois, on dit naturopathe, les gens ne savent pas ce que c'est, Ouais. ou ils disent, attention, c'est des charlatans. Donc, je veux dire, je suis conseiller en nutrition, naturopathe. On va parler de nutrition, mais la naturopathie, tu vois, j'englobe tout dans mes questionnaires et dans mon débriefing. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la porte d'entrée. La nutrition est la porte d'entrée parce que c'est là où les gens vont plus connecter. Puis c'est le truc un peu plus concret, on va dire, peut-être. C'est clair. Il y a beaucoup plus peut-être d'objectivité. Et puis il y a tout ce brouhaha autour de la nutrition. Et d'ailleurs, je pense que les gens sont pas mal perdus à ce niveau-là. Mais au final, dans ta prise en charge, c'est que un maillon de la chaîne et c'est pas forcément le premier par rapport à ce que tu viens de nous dire. C'est pas du tout le premier. C'est vraiment quand moi je fais mes entretiens de base, mais en fait, les questions sur l'alimentation, ça vient en dernier. Et ça prend 5 minutes, alors qu'un entretien, ça peut durer une heure et demie. Quand j'ai décortiqué comment la personne respirait, dormait, éliminait, digérait, nanana, déjà, tu as une image globale de la personne. Et tu sais déjà ce qu'elle va te dire par rapport à ce qu'elle mange ou comment elle mange. Tu le sais déjà, Hmm. d'expérience, bien évidemment, maintenant. Ouais, bien sûr. Et pourquoi c'est important pour moi de prendre tout ça en compte? Parce que les gens, ils viennent me voir, les sportifs, pour être performants ou pour mieux récupérer ou pour perdre du poids pour une compétition. Voilà, ou suite à une blessure pour mieux récupérer. Mais certes, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Nos cellules physiques se régénèrent avec les briques qu'on lui donne, bien évidemment. Mais c'est pas que ce qu'on mange, on sait qu'il y a une grosse partie de la récupération et de la production hormonale qui se fait pendant le sommeil. Donc, si ton sommeil n'est pas optimal, comment veux-tu que ça se passe de manière optimale et récupérer plus vite, par exemple? En fonction de comment tu t'oxygènes, comment tu respires, la qualité de ton oxygène, ce que tu bois, si tu bois assez, qu'est-ce que tu bois? Ça aussi, ça va avoir un impact sur ton hydratation, sur l'assimilation des vitamines hydrosolubles, par exemple, tu vois. Hmm, hmm. Tout ça, c'est à prendre en compte. En fait, quand tu parles de tout ça, au final, tu parles de récupération, tu parles de performance, tu as parlé de perte de poids, mais dans un objectif sportif, dans un sport pesé, dont on parlera plus tard dans le podcast. Finalement, moi, ça m'évoque beaucoup l'aspect micronutrition, qui est beaucoup plus spécifique, on va dire, que les macronutriments, protéines, glucides, lipides qui vont être, je pense, une base fondamentale dans une perte de poids classique. Mais là, dans ces cas-là, précisément, finalement, quelle est la place de la micronutrition et comment tu mets en place cet accompagnement avec tes sportifs? La micronutrition, en fait, ça n'est qu'une étape dans cette façon de s'alimenter ou dans la nutrition. Comme tu l'as dit, micronutrition, ça va être c'est le focus sur les micronutriments. Bien se dire que les macronutriments, protéines, glucides, lipides, c'est bien de les apporter. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent manger sainement parce qu'ils respectent leurs macros. Il faut savoir que ces macronutriments, protéines, glucides, lipides, ne seront exploités par le corps qu'à la hauteur de leur apport en micronutriments. Donc les micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments. La place que ça a, je vais te dire, c'est comme tout. Ça dépend en fonction de la personne qui vient me voir, en fonction de comment elle mange déjà. Si elle a déjà des bonnes habitudes, eh bien, on peut optimiser et s'orienter vers plus de micronutriments par l'alimentation en premier. Mais si j'ai quelqu'un chez qui c'est déjà l'anarchie, déjà au niveau qualitatif, c'est pas top. Il y a déjà peut-être pas assez de calories par rapport à sa dépense physique, et qu'ensuite l'équilibre macronutritionnel n'est pas respecté. Avant de me focaliser sur les micronutriments, on va Ouais. déjà établir la base. J'ai une pyramide, moi, à respecter. Production énergétique égale les calories. C'est grâce aux calories qu'on produit l'énergie. Si le sportif n'a déjà pas assez de calories pour subvenir à ses besoins propres, déjà, il faudra faire en sorte qu'il ait assez de calories. Ensuite, qu'on ait une bonne répartition en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Et ça, cet équilibre en macronutriments dépendra de l'objectif du sportif, du physique actuel, de plein de choses, hein, de ses objectifs. Hein, voilà. Et une fois qu'on a mis cette base calories, macronutriments. Après, on peut s'intéresser aux micronutriments, vitamines, oligo-éléments et minéraux. C'est dans cet ordre d'importance qu'il faut aller.
Et comment je fais avec les personnes? Ben voilà, ça dépendra d'où on part. Si déjà la personne a déjà assez de calories, on va voir comment elle répartit ses macronutriments. Déjà, en ajustant ça, déjà, paf, ça peut faire passer un cap supérieur. Si déjà il y a les calories et les macronutriments en place, comment on peut faire pour intégrer plus de micronutriments? En changeant, bien évidemment, la qualité de l'alimentation ou en mettant tel ou tel aliment ou peut-être en prenant des compléments au cas où. Parce Ouais, que les compléments, quand tu me demandes comment je prends en charge ces athlètes, donc je répète, hein, je me répète parce il faut que ça rentre chez les ça gens, rentre. je dois avoir assez de calories, avoir une bonne répartition en macronutriments. Ensuite, je m'intéresse à la qualité de mon alimentation pour apporter assez de micronutriments. Ensuite, il y a deux choses. Le timing de la nutrition, et ça dépend de qui on est, comment on digère, quels sont nos entraînements, est-ce qu'on a un travail à côté. Voilà. Donc, le timing de la nutrition. Et au-dessus, la pointe de la pyramide, pour dire c'est le moins important, mais c'est ce qui peut faire la différence aussi, ce sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires qui vont bien sûr compléter l'alimentation. Mais ça, maintenant, les gens se focalisent sur les compléments avant de Mm. penser à la base. Mm, mm, mm. Réfléchissez, toutes celles et ceux qui nous écoutent, la base, et une fois qu'on a appliqué la base, on peut peut-être prendre des compléments. Ouais, je pense qu'il y en a certains qui prennent la pyramide à l'envers, effectivement. Puis bah, tout simplement parce qu'il y a un gros, gros marketing. C'est une grosse industrie, la complémentation alimentaire. Ils se gavent, très clairement. Ce gars, Donc, dans et certains cas, effectivement, ça peut être très intéressant, mais il ne faut pas oublier cette base de la pyramide dont on a parlé. Ouais. et ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai que quand moi, on m'envoie, je suis très présent sur Instagram et je réponds à toutes les questions qu'on m'envoie. Les questions majeures qu'on m'envoie, c'est quand est-ce que je dois prendre mon repas avant l'entraînement? Donc, toi, le côté timing nutrition. Et quel complément, est-ce que le collagène là, c'est bien? Est-ce que machin? On parle timing et complément. Mais Mm, mm. jamais on me pose, attends, combien de calories il faudrait que je consomme par rapport à ma dépense énergétique? Ouais. Et au final, quand tu grattes, tu vois qu'il n'y a déjà pas assez de calories. C'est ça le problème. C'est là. Du coup, on voit effectivement que tu individualises véritablement par rapport bah, à la base, on va dire, du sport, etc. Mais aussi, bien évidemment, par rapport au profil dont tu as parlé, les particularités de chacun. J'aimerais qu'on focus sur les sports d'endurance dont tu as parlé, de triathlon, trail, etc. Parce que ça m'a vraiment évoqué ça quand tu as parlé de total calorique. On sait que dans les sports d'endurance, les dépenses caloriques peuvent être vraiment, vraiment importantes, au-delà de la normalité, on va dire, par rapport au sport. En plus de ça, c'est des heures d'entraînement, c'est un volume qui est vraiment important. Je pense aussi, j'ouvre une parenthèse, au fait que souvent, j'imagine que c'est beaucoup de sportifs amateurs, avec aussi un boulot à côté. Donc, il y a tout aussi ce stress qui rentre en compte et dont tu as parlé tout à l'heure, qui est une des pierres angulaires, notamment chez le sportif amateur, chose qui est quand même complètement différent chez le sportif professionnel, il faut bien en avoir conscience. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper important que cette base d'apport nutritionnel, d'apport calorique soit suffisamment important parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux autour de tout ça. Si ton apport calorique il n'est pas suffisant, tu ne vas pas performer, voire même d'un point de vue santé, ça peut être clairement délétère. On est d'accord. Et je vais commencer avec avec quoi tu as terminé. Niveau santé, ça peut être délétère. Il faut bien dire que les problèmes de santé de long terme elles sont souvent la résultante d'une accumulation de déficiences au fil des ans. Mm. Hein. Si tu es constamment, je ne parle pas forcément de carence, mais de déficience par rapport à tes besoins propres, par exemple en sélénium, qui est un micronutriment, cette déficience chronique peut accélérer l'apparition de cancer. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des études qui le mettent en avant. Donc, il faut se dire, OK, je suis sportif, professionnel, amateur, j'envoie la dose pendant les entraînements, pendant les compétitions, je me fais plaisir, je me mets dans le mal, mais est-ce que, à la base, le sport qu'on dit être bénéfique pour la santé ne deviendrait pas délétère à un moment donné? C'est ce qui fait la différence entre sport santé et à un moment donné, ça split, tu vois. Ouais, Il y a, la santé descend proportionnellement à la hauteur de la performance qu'on met en place. ouais. Plus on va chercher la performance, plus ça va s'éloigner de la santé. Alors que dans le sport professionnel, on le sait,
Et c'est clairement établi que le sport professionnel n'est pas du tout du sport santé et qu'à un moment donné, il va être délétère à des degrés différents, bien évidemment, mais pour la santé de l'athlète, c'est avéré et l'athlète, il sait dans quoi il rentre. Mais pour un sportif amateur, c'est pas forcément le cas et c'est beaucoup plus vicieux, je trouve. Parce qu'il va y avoir cet engrenage, ce plaisir, voire même ce plaisir tardif. J'imagine que dans tes clients, tu dois avoir des sportifs sur le tard, voire des sportifs, à l'époque, jeunes sportifs. À 20 ans, ils arrêtent les études, etc. Et puis à 30, 35 ans, après avoir eu des enfants, etc., ils vont reprendre, voire même peut-être plus tard. Comment finalement tu accompagnes ces gens-là? J'imagine qu'il y a beaucoup de différences, bien évidemment. On va essayer de centraliser la chose. Je pense notamment à des gens qui ont fait des régimes à répétition parce que, voilà, avec les dictats de la société, etc. Mais qui à un moment donné, je pense aussi qu'il y a une vibe là-dedans sur le sport, etc. Je pense quand même qu'on va globalement dans le bon sens. Comment tu accompagnes ces personnes-là? Alors ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va dans le bon sens. Mieux vaut avoir des gens dynamiques que des gens qui sont vautrés dans le canapé. Comment j'accompagne ces gens? Mais en fait, tu vois, je te parle d'oxygénation, d'hydratation, d'alimentation, mais il y a beaucoup de côtés, et c'est pas ma formation de base, d'accompagnement psychologique. Ouais. Parce qu'en fait, il faut faire prendre conscience, donc c'est beaucoup de blabla au final, Mm. faire prendre conscience que quand tu as 40 ans, c'est fini. Tu seras jamais champion du monde ou champion olympique. Il y a Ouais. peut-être des exceptions, mais c'est fini. Quand tu as 40 ans, que tu es un peu en surpoids, que tu as déjà deux enfants, que tu as un boulot qui te prend toute ta journée, et que en même temps, tu ne veux pas faire trop de concessions sur les apéros et le barbecue, au final, je veux dire, non, tu ne seras pas champion du monde. Et le sport que tu vas te mettre en grosse dose pourra même être délétère. Donc en fait, je parle beaucoup pour faire prendre conscience aux gens, sans les froisser et sans vouloir leur couper l'herbe sous le pied, parce que comme je te dis, je suis vraiment plus pour qu'ils aillent faire du sport plutôt qu'ils soient sédentaires. À côté de ça, il y a des personnes que j'accompagne. Quand moi, je regarde aussi, je fais l'analyse globale, je leur demande comment ils s'entraînent et la fréquence d'entraînement par rapport aussi à leur activité quotidienne, hein, professionnelle, familiale et autres. Il y en a, je leur dis, lève le pied, entraîne-toi moins. Si tu veux plus de résultats que ce soit en termes de perte de poids, plus de résultats en termes de récupération, plus de résultats en termes de performance, lève le pied. Et des fois, le plus est l'ennemi du mieux. Moi, je vais leur dire, je fais prendre conscience. Mais pour que je fasse prendre conscience à la personne, je suis vraiment obligé de passer par cette individualisation dont tu parlais. Moi, je marche qu'à l'individualisation. Bien évidemment, il y a des consignes générales. Après, il faut aller dans l'individualisation. Une fois que je sais comment la personne vit, je vais pouvoir dire, non, mais attends, là, par rapport à tout ce que tu me dis en symptômes et par rapport à tes objectifs, ça, c'est trop. Ça, c'est trop ou ça, c'est pas assez. Et ça, on va réguler, peu importe ce que ce soit sur l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique. En fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est que les actes suivent les objectifs, ou en tout cas d'adapter les objectifs à nos actes et à notre style de vie. Parce que parfois, il y a une grosse différence qui va se créer, et parfois, en fait, de manière vraiment très, très rapide et avec une désinformation complète liée aux réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est là où c'est intéressant d'aller consulter des professionnels de santé et du sport. Et je vais rebondir sur quelque chose. Toi, quand je vais dire aux gens, lève le pied parce que là, ça va être trop pour toi. Et en parallèle, ce que tu me disais au début, enfin juste avant, j'accompagne aussi des gars, des triathlètes qui s'entraînent beaucoup et Mm, qui mangent peut-être pas assez. mm, Je vais faire un parallèle entre les deux. C'est que les deux profils pourraient me dire, non, mais ça va, je gère, je me sens bien. mm. Et oui, ils se sentent bien parce qu'en fait, le corps, c'est une machine parfaite. Elle s'adapte. Ouais. Et donc, naturellement, quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup comme un triathlète, mais qui ne va pas manger à la hauteur, qui ne va pas apporter autant de calories à la hauteur de ce qu'il dépense, à un moment donné, son métabolisme va s'adapter. Et c'est sûr qu'il va pouvoir faire, après des heures d'entraînement, sans brûler autant de calories. Parce que si on regarde tu sais, il y a les cardio-fréquences-mètres où ça va te dire, OK, vous brûlez tant de calories aussi. Hein. Ah ouais, vous avez brûlé tant de calories. Oui, mais tu n'en as pas consommé autant. Et si on additionne ça au fil des mois, le mec n'a pas perdu non plus tant de kilos que ça. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
Tout simplement parce que son métabolisme s'est adapté et que la personne, physiologiquement, s'est adaptée. Et donc, comme tu dis, ça a Ouais. baissé son niveau. En parallèle, le gars qui a 35, 40 ans, des enfants, un boulot et qui va faire 1 heure de sport par jour. Alors on me dira, 1 heure de sport par jour, tous les jours, ça fait 7 jours sur 7, 7 heures d'entraînement. Au final, 1 heure d'entraînement sur une journée, ça n'est que 4 ou 5% de ta journée. Mm. Et reste à savoir ce que tu fais les 23 autres heures. Si les Exact. 23 autres heures, tu es sédentaire, tu es dans le syndrome du sportif sédentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut te considérer comme un sédentaire. Et donc, je reviens à cette heure que cette personne sédentaire pourrait faire, il va le faire à fond. Toujours du haute intensité. Parce que vu qu'il n'a qu'une heure pour s'exercer, il le fait à fond. Que ce soit de la muscu, que ce soit des sports de combat, il va y aller en amateur en se disant, OK, j'y vais pour me défouler ou j'y vais pour cramer les calories. Parce que c'est comme ça que la plupart des amateurs pensent. Et ils ne pensent pas comme un professionnel où je vais faire du sport pour améliorer ma technique et devenir meilleur dans ce sport. Et donc, pour devenir meilleur dans ce sport et améliorer ma technique, je dois travailler la technique. Donc, si je travaille la technique, je ne peux pas travailler à haute intensité tout le temps. Je peux travailler à Exact. basse intensité et connecter le cerveau et les muscles. Et voilà, c'est ça ce parallèle. C'est à la fois, je vais toujours à fond, mon corps s'adapte, mais je deviens sous-optimal. Et de l'autre côté, c'est, ben, je suis quand même sédentaire. Je vais à fond, très peu sur ta journée, mais tout ce que je fais en activité, c'est que à fond. Mm, mm, Et le mm. reste du temps, bah, c'est à fond, mais à fond de zéro, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de progression là-dessus. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à faire prendre conscience aux gens. C'est dire, OK, les intensités, bah, varie les intensités quand tu t'entraînes. Et Mm. toi qui t'entraînes tout le temps, où ton corps s'est adapté à faire beaucoup avec peu, peut-être qu'il va falloir augmenter tes apports et tu verras que les choses que tu as l'habitude de faire, tu les feras encore mieux parce que tu as encore plus de briques de construction, tu apporteras plus d'énergie pour performer. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur cette notion de sportif sédentaire, parce qu'il y en a qui croient que c'est un oxymore, mais en fait, pas du tout. C'est malheureusement, je pense, la réalité de même la majorité des sportifs français, voire même dans le monde. Je parle bien sûr des amateurs. Bien que dans le professionnalisme, il y a des fois, on peut se poser aussi la question, hein, parce que le sportif professionnel qui va se faire son heure d'entraînement, mais qui derrière va être sur FIFA, etc., toute la journée, on connaît aussi. Bref, je ferme la parenthèse, mais effectivement, c'est important de le signaler, cette spécificité-là. Ouais. Et je vais te dire, moi, je vais me considérer aussi comme un sportif sédentaire la plupart du temps, tu vois. Mm, mm. Là, je suis en entretien, mais sinon, je serai avec mon client, pareil, je passe 1 heure avec, je suis assis. Ou bien sinon, je me mets debout, j'ai mon bureau qui s'adapte là quand c'est en visio. Mhm. Après, je bosse encore une demi-heure pour établir le bilan. Après, ben, je vais avoir un autre client, puis ça peut très vite passer comme ça toute la matinée, puis l'après-midi, et puis je vais faire ma séance de muscu le soir ou de Ouais. jiu-jitsu, et c'est plié. Et en fait, voilà, j'ai fait 1 heure et demie, allez, peut-être Mm, 2 heures mm. max. C'est pour ça aussi que, en tant que sportif, même si j'ai sportif pro ou amateur, je leur dis non, il faut casser cette sédentarité par de la micro-activité physique tout au long de la Dans la journée journée. Mm. pour casser cette sédentarité. Donc les movement snack, comme on dit, tu vois, même Ouais. si c'est que du 2 minutes, 5 minutes, ça peut être du stretching. Moi, des fois, j'ai un kettlebell à côté du bureau, je fais des swings, Mm, mm. ou bien je me fais des pompes, ou j'ai un éco-bike dans ma salle juste en dessous de chez moi, parce que j'ai une salle chez moi. Je vais me faire deux, trois sprints entre des clients, Mm, juste pour mm. casser cette sédentarité Mm, physique, cardiaque, pulmonaire, mm. parce que le corps de l'être humain est fait pour bouger. Pour, bien évidemment, activer aussi ses organes d'élimination. Ouais. Peau, poumon, rein, foie, intestin. Quand on s'active, la température du corps augmente. Ça augmente la température du foie, qui est l'organe le plus chaud et qui fonctionne grâce à la chaleur. Donc, en élevant ta température corporelle, tu vas augmenter la température du foie qui fonctionnera mieux en réchauffant la température corporelle, bah, tu auras de bonnes chances d'avoir les pores de la peau qui se dilatent, donc ton organe peau d'élimination Mm, fonctionnera. Le fait d'activer ton corps fait que tu vas activer ton système pulmonaire. Les poumons, c'est un organe d'élimination, élimination gazeuse, à savoir que 80% des graisses sont éliminées par les voies gazeuses, à savoir, ça fait fonctionner.
Voilà, puis le mouvement, en tonifiant la ceinture abdominale, masse les intestins aussi et permet l'élimination intestinale. Mm. Voilà, puis les reins, l'hydratation, le fait de bouger, ça aussi active la stimulation rénale. Donc, c'est pour ça aussi, il faut bouger tout au long de la journée pour la santé, Parfait. Et puis, en on plus. note bien évidemment cette superbe astuce des movement snacks, de bouger régulièrement tout au long de la journée. C'est ça qui va permettre, comme tu dis, de casser cette sédentarité. Et en fait, c'est un conseil d'utilité de santé publique, tout simplement. C'est ça. Et comme je dis, il n'y a pas de performance sans santé optimale. Donc, agissons pour notre santé et quand on sera en pleine santé, on sera pleinement performant. Tout à l'heure, on parlait de perte de poids dans le cadre du sport. J'aimerais justement qu'on parle d'une spécificité des sports avec pesée, notamment dans les sports de combat. Comment se passe un cutting nutritionnel avant une compétition? Ah, ça, c'est ça. Alors, ça va dépendre du type de sport et du moment de la pesée et de la quantité de poids à perdre. Si on prend un exemple dans le MMA, on sait qu'en général, la pesée a lieu la veille. On sait quand a lieu le combat. Alors, à part pour un short notice, qui reste une exception, en général, on sait le combat peut-être 2, 3 mois avant. Donc, ça laisse le temps déjà de bien choisir sa catégorie de poids. Parce que ça, Mhm, c'est la base, hein. Mais pour bien la choisir et pour ensuite agir sur comment on s'alimente ou pas, quoi, c'est d'établir le profil. C'est je veux faire tel poids, mais est-ce que mon poids actuel et ma composition corporelle me permettraient d'arriver à ce poids en bon état? Parce qu'il faut faire la pesée et ensuite rebondir vers la recharge pour être un peu plus haut, récupérer tout ce qu'on a perdu mhm. lors du cutting final pour être à son plein potentiel lors du combat. Parce que le but au final, c'est de casser la gueule au gars en face. Il faut, et le gars en face veut faire la même chose avec nous, donc il faut être à son plein potentiel. Donc, c'est choisir sa catégorie de poids et déjà établir à la base, quand c'est possible, c'est niveau de masse grasse, niveau de masse musculaire, tu vois, faire un bilan global. Mhm. Donc, par Dexascan, c'est un peu plus Précis. performant, voilà, un peu plus précis. Une fois qu'on a ça, ensuite, on peut engendrer ce qu'on va faire en premier lieu, un déficit calorique. Et pour faire ce déficit calorique, il faut déjà savoir d'où on part. C'est vrai que des fois, c'est important de savoir ce qu'on mange et des fois, peut-être compter ses calories. Alors, moi, je suis là pour aider les personnes, mais bien sûr, j'agis à distance dans toute la France, l'Europe et dans le monde parce que j'ai des clients un peu partout. Je ne suis pas à côté d'eux à compter leurs calories, donc c'est aux personnes de le faire. Donc, ils comptent leurs calories pendant X jours. On fait une moyenne sur l'apport calorique de maintien, donc c'est-à-dire l'apport calorique qui permet aux personnes de maintenir leur poids par rapport à leur activité lambda. Mhm. Et ensuite, on va couper en calories. Ce sera plus ou moins agressif en fonction du temps qu'on a devant nous, hein. En général, on va commencer avec du 200, 300, ça peut aller à 500 calories en moins, bien évidemment. Et donc, on va cutter comme ça pendant la phase de préparation vers le combat. Et ça, on va faire ça jusqu'à atteindre un certain poids qui devrait intervenir à une semaine, 10 jours du combat, de la pesée de la pesée. Donc ça, c'est la première partie, ça va être un déficit calorique. Sur quoi on va tabler pour créer ce déficit calorique? Donc, on parle de calories, mais ce sont les aliments, hein. Dans la répartition des macronutriments, on va faire en sorte de maintenir les protéines, donc viande, poisson, œufs. Je parle principalement, hein. Bien sûr, il y a d'autres sources, hein, qui sont les protéines. On va essayer de les tenir. Et ça dépend, parce que je travaille dans l'individualisation, ça dépend de si c'est une femme, un homme, l'état de forme actuel, les besoins pour l'entraînement aussi. On va être entre 1,6 g et 2,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Mhm. Faites bien le calcul, ça peut représenter beaucoup en fonction de qui on est. Évidemment. Ensuite, après les protéines, on va se focaliser sur les lipides. Les lipides qui vont être vraiment importants pour tout ce qui va être fonctionnement hormonal, récupération articulaire, Et nerveux. tendineuse, nerveux. Voilà, donc ça c'est vraiment important donc, parce que trop souvent on coupe les graisses. On se dit, ah bah tiens, Mm. j'ai une compète, il faut que je perde du poids, je vais couper les graisses. C'est une bonne idée si on regarde juste d'un côté mathématique, parce que 1 gramme de graisse, de lipides, contient 9 calories, alors que 1 gramme de protéines ou de glucides contiennent 4 Ouais. calories. Donc mathématiquement, c'est bon, mais physiologiquement, c'est pas bon. C'est pour ça il faut connaître tout ça. Mhm.
Donc, les lipides, on va essayer de les maintenir entre 1 gramme, 1 gramme 5 par kilo de poids de corps. Et ensuite, il reste les glucides qu'on adaptera, bien évidemment, en fonction du total calorique qu'on aura défini. Lors de la dernière semaine, avant de se peser, ben en fait, la difficulté réside dans savoir quel sport on fait, quand est-ce qu'on se pèse, combien de temps on a pour récupérer après la pesée. Comme je dis, le MMA, souvent, ben, c'est peser la veille et tu as 24 heures pour recharger. Si je prends du jiu-jitsu brésilien, par exemple, très souvent, en fonction de l'organisation, c'est tu te pèses 10 minutes après du combat. Donc là, la recharge, elle est minime. Mhm. Donc en fait, l'anticipation de la perte de poids n'est pas du tout la même. En MMA, tu pourrais dire, OK, je perds 7-8 kilos et je vais les reprendre sur les 24 dernières heures, potentiellement. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est OK, ben, il faudra peut-être miser sur perdre que 2-3 kilos. Parce que si je perds 7-8 kilos, et principalement aussi avec la déshydratation et autres, je ne vais pas être dans mon état de forme optimal. Du coup, la stratégie sera complètement différente C'est complètement différent. C'est complètement différent. La stratégie pour perdre le poids et la stratégie après la pesée. pour le récupérer. Parce que pour le MMA, par exemple, on va, sur la dernière semaine, engendrer, il y aura un petit moment, et c'est ce qu'on évite vraiment, c'est la déshydratation, parce que l'eau, c'est vraiment hyper important, mais on va éviter tout ce qui génère de la rétention d'eau, donc tout ce qui va être sel, trop de glucides, parce qu'il faut savoir que les glucides, quand ça rentre dans les muscles, hein, il faut que ça rentre dans les muscles, hein, bah, ça, 1 gramme de glucides attire à lui 3 à 4 grammes d'eau, donc bah, c'est aussi du poids sur la balance, donc on va réduire les glucides, voire les couper sur la dernière semaine, pas de sel, on va éviter de générer du poids inutile pour la pesée, et par poids inutile, eh ben, j'entends parler des légumes, voilà, parce que ça représente beaucoup de volume, ça peut représenter du poids dans les intestins. Donc en fait, on va pouvoir les couper à l'approche de la pesée et s'orienter vers des aliments denses nutritionnellement. Puisqu'en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le déficit calorique, pour perdre du poids progressivement, il va être important jusqu'à 10 jours, une semaine avant la pesée. Mais la semaine du cutting, on peut très bien être avec un bon apport calorique. Ce qu'on veut, c'est le poids sur la balance. Par densité nutritionnelle, je pense par exemple, tu as les beurres d'oléagineux, purée de cacahuètes, purée d'amandes et tout. Tu vas en manger un tout petit peu, ça va t'apporter beaucoup de calories. Mhm. Donc, l'avantage sur cette dernière semaine, c'est que bah, comme tu auras beaucoup de calories, tu auras quand même cette capacité d'avoir de l'énergie en toi, Mhm. mais sur la balance, c'est 10 Pas grammes. grand-chose. C'est 10 grammes. Mhm. C'est 10 grammes. Alors qu'en termes de légumes ou même de riz, pour avoir la même quantité de calories, il faudrait que tu manges, boum, un gros volume, ce qui représenterait sur la balance quelque chose de plus important. C'est ça qu'il faut garder en tête. La première partie, c'est vraiment perte de poids progressive, calculée. Et à la fin, on peut apporter des calories. Les calories n'ont plus tant d'importance, c'est le poids. C'est ça qui prédomine. Et le fait d'avoir cette stratégie sur toute la fin, sur vraiment les derniers jours, dire OK, j'apporte quand même pas mal de calories, te permet d'arriver dans un état pas trop dégueulasse, où tu te sens en forme quand même, tu es au poids, et ensuite, une fois que tu t'es pesé, ben, il te reste à recharger en hydratation, bien évidemment, sels minéraux, glucides, parce que ce seront les glucides qui seront déterminants pour la haute intensité, qu'il faut bien prendre en compte. Très très clair. On précise bien évidemment que c'est dans un cadre de performance et sur un laps de temps qui est très court malgré tout, que c'est pas tenable dans le temps et que en aucun cas c'est à viser de santé générale. Ah, ça n'a aucun but de santé. Le truc qui pourrait être de santé, c'est le déficit calorique sur la première partie. Dire, OK, Mhm. je suis un petit peu en surpoids, on a tous du gras, on va faire un petit déficit calorique, nous fera perdre du poids, on maintient des bons apports en protéines, des bons apports en lipides. Ça, Exact. là, on soutient le muscle, on soutient le système hormonal, on Mm. perd un peu de graisse, voilà, Mm. très bien. Mais par contre, la dernière phase où tu coupes tous les légumes, tu fais que de la densité nutritionnelle, tu te déshydrates, ça n'a rien à voir avec la santé. C'est pour la peser. Et derrière, on va bien se recharger. On va être même un petit peu en excédent, en faisant attention à la capacité de digestion de la tête qu'on accompagne. Là, ça n'a rien à voir avec la santé. Ouais, ouais, Mm, mm. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en fonction des connaissances de nos auditeurs, ça va varier. Enfin, c'est très disparate au niveau des connaissances à ce sujet-là. C'est important de bien préciser que le déficit, si tu veux perdre du poids, il faut respecter ce total de protéines, il faut respecter ce total de lipides,
Là où tu vas jouer le plus sur ton déficit calorique, c'est sur les glucides, mais surtout que ce soit fait très progressivement, là où on peut voir des choses un peu très, très drastiques, très, très agressifs. Et au final, c'est ce qui permet, ce dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir une chute du métabolisme basal. Donc effectivement, tu vas perdre énormément de poids. Par contre, ton métabolisme de base va être tellement bas derrière, ton corps, tu l'as très bien dit, va se réadapter. Et du coup, derrière, il y a cette fameuse phrase, ah, après le moindre écart, je le paye cash. Bah, évidemment, c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait les choses progressivement et surtout parce que tu t'es pas fait accompagner. C'est ça, c'est ça. Et je vais te dire, ouais, c'est même pas au moindre écart, je reprends. C'est quand tu fais quelque chose de trop agressif, au bout d'un moment, ton corps, ton métabolisme Mm. s'adapte. Et Oui, en dès que fait, tu reprends normalement. tu penses remanger normalement et même des Ouais. choses saines, hein, enfin, qui peuvent Mm. paraître saines. Tu te dis non, mais je mange sainement, je reprends du poids. Bah oui, tout simplement parce qu'en fait, c'est sain, mais sain ou pas, si tu es en excédent calorique, tu reprendras du poids. Exactement. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de très particulier. Ce sont les abats qui ont, selon moi, une grosse. C'est une bombe nutritionnelle. J'aimerais que tu nous dises comment les cuisiner. Est-ce que tu as des astuces pour que ce soit top pour nous? Alors moi, je vais te dire une chose, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est les bons termes, les bombes nutritionnelles. Les abats, rien que quand on dit abats, la plupart des gens regardent avec des yeux comme ça, dire, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. On pourrait se dire que c'est un effet de mode, les abats, parce que si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde Hmm. qui se met à manger du foie, du cœur de bœuf. À Du coup, savoir que moi, je viens. tout a augmenté. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je viens de la campagne, je te dis ça, depuis le début, je vais avoir 42 ans, je mange ça depuis que je suis gamin. C'est normal. On mange des tripes, on mange du foie de volaille, des gésiers, des couilles de mouton. Ouais, 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 ça se mange, c'est très bon. Les bombes nutritionnelles, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les abats, si on prend le foie, par exemple, tu vas avoir des protéines, des lipides, donc là, on parle de macronutriments, mais en termes de micronutriments, tu as à peu près toutes les vitamines qui existent, à part la vitamine C, qu'on trouvera principalement dans les végétaux. Mais on n'a pas de vitamine C, mais on a du collagène dans les abats, et le foie particulièrement. Dis-toi que la vitamine C, c'est un précurseur du collagène. Même si on n'a pas la vitamine C, on a un de ses dérivés. Donc oui, c'est une bombe nutritionnelle. C'est dense, c'est ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. Pour un petit bout, on a vraiment tout ce qu'on pourrait espérer avoir. Après, il y a le côté cuisine. Comment on fait pour faire manger ça à quelqu'un qui n'aime pas? Eh bien, moi, je veux dire, pensez aux gamins. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'enfant, ou rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous n'aimiez pas tel ou tel aliment, que faisait votre maman? Eh bien, elle le mixait et elle le mettait dans une soupe, elle le mixait, elle le mettait dans une purée. Eh bien, je vais vous dire, en tant qu'adulte, faites un peu la même chose. Alors, c'est sûr, vous me dites, bah, mixer, mettre dans la soupe, bah, on mixe et par exemple, on achète de la viande hachée. À côté, vous achetez du foie ou du cœur de bœuf, par exemple, très riche en coenzyme Q10. Ça, c'est super important c'est un super antioxydant, c'est super pour les sportifs, hein, les santé cardiaque et autres, hein. Hop, on coupe en petits morceaux, on met dans un mixeur, on mixe, on mélange avec la viande hachée, tu fais ton petit burger et tu as mangé du cœur de bœuf, tu t'en es même pas rendu compte. Personnellement, moi, je me fais poêler, je le mange comme ça, j'ai aucun problème. Voilà. Et ce que je viens de dire pour le cœur de bœuf, tu peux le faire aussi avec du foie de volaille ou du foie de bœuf. Tu mixes, tu n'es pas obligé d'en mettre des grosses portions. Tu mixes, tu mets avec une viande que tu apprécies, tu mets des épices, tu rajoutes de l'ail, un peu de poivre, un peu de gingembre ou un peu de curcuma. Comme ça, en même temps, tu as des épices anti-inflammatoires et c'est bon pour ta santé. Boum, tu fais ton petit burger, tes petites meatballs, ça, les boules de viande. Tu fais cuire ça au four ou avec un petit peu ou du beurre ou de l'huile de coco à la poêle. Et c'est plié. Aussi Génial. simple que ça. Le but, vraiment, c'est de le faire, de le mettre avec des aliments que tu apprécies. Et on parle des abats là, mais ça pourrait être tout simplement pour un aliment qu'on n'apprécie pas particulièrement. Ouais. Oui, oui, Déjà, ce un, dont tu parlais avec les enfants. Ouais. c'est ça. Commence déjà avec une petite quantité. Et au lieu de se dire, ah, j'en mange un petit peu, puis je mange que ça, ou je vais avoir que le goût qui va être prégnant et qui va me dégoûter, peut-être, ou pas. Parce que déjà, psychologiquement, si on se dit que c'est pas bon, ce sera pas bon dans la bouche, hein. Ça, c'est aussi une approche, hein. Évidemment. Mais si tu en prends un petit bout et que tu sais que tu le manges parce que tu veux
les apports nutritionnels qu'il y a dedans, pourquoi ne pas le mettre avec quelque chose que tu apprécies? Tu aimes la patate douce, tu te fais cuire une patate douce, tu enfonces ton petit bout de foie de volaille dedans, là, et tu le manges avec. Le goût de la patate douce prédominera et tu auras mangé ta patate douce et avec un bout de foie, et puis voilà, ce sera plié. Génial. Plus d'excuses. Maintenant, Plus d'excuses. Et je te le dis, c'est éprouvé. J'ai des enfants. Je te donne un exemple. Moi, j'adore les sardines. Les sardines, c'est un petit poisson gras qui apporte des oméga 3. Et on sait tous que notre alimentation est dépourvue d'oméga 3. Mes enfants, on en mangeait beaucoup des sardines quand c'est petit. Et puis à un moment, je crois qu'ils ont été dégoûtés un petit peu. Mais maintenant, si je leur fais des sardines avec du riz, du coulis de tomate ou une petite ratatouille, tu vois, j'écrase la sardine, je la mélange avec le tout, je leur mets ça. Ils savent qu'il y a la sardine, mais comme ils aiment le reste, eh ben, mhm. ça part tout seul. Par contre, si je fais le gros bourrin et que je leur mets la sardine comme ça dans l'assiette avec des haricots verts, en leur disant, tiens, c'est ça, ben, évidemment, ça va bloquer au niveau du cerveau. Ben, nous, en tant qu'adultes, c'est pareil. Faisons petite quantité avec quelque chose qu'on apprécie, allons-y progressivement et sachons pourquoi on le fait. Pas le faire parce que c'est une mode, ça, c'est pas important. C'est OK, se dire, je suis sportif, j'ai des besoins. On parlait d'apport calorique, certes, mais aussi d'apport en micronutriments. Plutôt que d'acheter des compléments, peut-être que si j'intégrais un peu plus souvent des abats, qui sont des bombes nutritionnelles, et que je les intégrais progressivement dans mon alimentation, j'aurais peut-être besoin de moins dépenser en complément, et à savoir que les abats, ce sont des aliments très peu chers. Mhm. Vous avez 300 grammes de foie de volaille pour 2,50 €. Du foie de bœuf, alors je ne dis pas du foie de veau, parce que le foie de veau, c'est plus cher, mais du foie de bœuf, vous avez 200 grammes peut-être pour 1,40 €. Voilà, c'est aussi moins cher que du steak. Mhm. Et nutritionnellement, plus intéressant, parce que le steak ne vous apportera que des protéines, du fer, du zinc, tandis que le foie de bœuf vous apportera les protéines, un peu de lipides et toutes les vitamines. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Impeccable. Très, très clair, factuel, avec quelque chose de... une mise en pratique impeccable. Merci beaucoup, Julius. Comment tu vois l'évolution du sport en France d'ici 10 ans? Moi, je le vois bien sûr se professionnaliser un peu à l'américaine, parce qu'on est en décalé avec les États-Unis. Le monde entier est décalé avec les États-Unis. Je ne pense pas que ce soit forcément un super modèle, mais d'un point de vue sportif, je pense que c'est quand même quelque chose qui a permis, le sport a permis aux États-Unis de faire sortir des gens de contextes sociaux et les propulser à des hauts niveaux dans la société, mais aussi ça a permis d'exploiter leur plein potentiel dans la vie. Et je pense que ça va se développer comme ça, où les jeunes auront plus d'opportunités dans les écoles et autres pour aller dans des écoles de foot, des écoles de rugby. Ça existe déjà, mais je pense que ça va augmenter encore. Il va y avoir ça. Donc ça va permettre d'augmenter tout ce qui est carrière sportive et autour du sport, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que d'un point de vue business, c'est intéressant à exploiter aussi. Clairement. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose que moi, je suis beaucoup d'actualité, le e-gaming. Mais je pense que ça va prendre aussi beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si c'est un bien, mais je pense que le sport aussi va partir beaucoup là-dedans. Tu vois, ça me fait penser, tu parles du e-gaming. C'est vrai que j'ai l'impression que quand tu vas dans une salle de musculation, souvent, il y a beaucoup d'anciens geeks qui sont dans ces salles-là. Et je trouve ça assez intéressant de voir d'un point de vue sociétal la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et dans e-gaming, ouais, voilà, tu vois, ça s'est bien développé, je pense, avec l'histoire des confinements pendant la période Covid, hein. Et tu vois, maintenant, bah, tu vois, on parlait de triathlètes, de cyclistes et autres. Les gars qui sont chez eux pendant la période hivernale, ils sont sur leur vélo, sur Clairement. le home trainer, Ouais, avec, ils sont online, ouais. en virtuel, enfin, avec des gars qui sont au bout du monde et ils font des courses vélo et tout. Mm. Connectés, des gars pareil, je crois qu'ils font ça en rameur, Ouais, ils font ouais, la ouais. course comme ça, connecté. Tu vois, c'est connecté, tu es chez toi, tu es connecté. Alors, moi, je suis content parce que les gens vont bouger plus, tu vois. Ouais, clairement. C'est un jeu, c'est un jeu. Et je pense que aussi c'est bien parce que on perd forcément en tant qu'adulte cette histoire de jeu, d'envie de s'amuser. Et ça peut remettre, le jeu peut remettre le sport à sa place, tu vois. Exactement. Parce que ça reste la base du sport, effectivement, le jeu, hein, comme les Jeux Olympiques. C'est C'est pas pour ça. rien.
parce que c'est quand même la base d'un point de vue vraiment depuis des millénaires. Et je pense que tu as raison, effectivement, de remettre le jeu autour de tout ça, que ça soit plus en fait une obligation sociétale que certains peuvent percevoir. Nous, on est sportifs depuis la tendre enfance, on a été éduqués là-dedans, donc pour nous, ça paraît vraiment naturel, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, effectivement, c'est là-dessus où je pense qu'il y a un vrai Mm. axe à prendre d'un point de vue vraiment sociétal. On va passer sur la dernière partie du podcast. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Que ce soit un amateur ou un pro, faites-vous accompagner. Des gars comme même LeBron James, qui dépensent des millions pour être accompagné par coach privé, ostéopathe. Enfin, tu vois, faites-vous accompagner par qui vous voulez, bien évidemment, mais en fonction de votre sport, en fonction de là où vous avez identifié que vous avez des carences, là où vous n'êtes pas très très bon, faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas bon sur votre alimentation, bah, choisissez votre nutrition, vous n'êtes pas sûr de bien gérer, demandez à un pro. Vous n'êtes pas sûr que votre prépa physique ou vous vous blessez régulièrement, demandez à un coach parce que peut-être que vous faites mal les exercices. Ou, voilà. Faites-vous accompagner. Je pense que c'est Mm. la meilleure solution. Faites-vous accompagner pour apprendre. Le but, c'est quelque chose que je fais, par exemple, quand j'accompagne mes clients, je leur dis, mon but, c'est pas de t'avoir comme client toute ma vie. Mon but, c'est de te donner des clés. Donc, il faut aussi que le sportif, en se faisant accompagner, ait un esprit d'éternel débutant, de vouloir apprendre. Et parce que c'est en apprenant qu'il va devenir autonome et aussi plus efficace. On est amené en fait à croire qu'on peut tout faire tout seul, alors qu'effectivement, enfin, il faut pas perdre son temps en fait. Et le temps, c'est pas qu'un mantra. Le temps, c'est de l'argent. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et si tu penses que tu n'as pas les moyens, souvent, bah, la pointe de la pyramide, pose-toi la question de ce que tu mets en complément et C'est ça. tu auras sûrement de l'argent en plus. C'est ça. Et puis le temps, c'est de l'argent, mais aussi le temps, quand on regarde, on parle sportif, si on parle à des sportifs d'un peu plus haut niveau, on sait que la durée d'une carrière sportive est Courte. relativement courte. Mm. Donc si tu perds ton temps à essayer de grappiller, tiens, si, ça, tiens, quelles infos je peux faire, tiens, va voir direct un pro, quoi. Mm. Justement, dans cette notion de, malgré tout, d'information, est-ce que tu aurais un livre et ou un podcast à nous conseiller? Moi, le livre que je recommande tout le temps, c'est Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Ça Ouais. n'a peut-être rien à voir avec le sport. Quand on dit prospérité, les gens pensent à argent. Mais la prospérité, c'est on peut prospérer dans tout, l'argent, le bonheur, l'amour, la santé. Et donc, en fait, ce bouquin, si tu l'appliques à ton quotidien, à tes objectifs, tu réussiras partout. Et Mm. bien sûr, si tu as une carrière sportive, tu veux mettre en place une carrière sportive, ou si tu as des objectifs sportifs, tu lis ce bouquin, et si dans ta tête, ton objectif, c'est le sport, tu verras qu'en lisant ce bouquin, tu vas tout orienter vers ton sport et comment tu peux mettre les choses en place. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que en fait, c'est un livre de business, j'imagine, de développement personnel. Oui, Jim c'est Rohn, ça. c'est un entrepreneur américain très, très connu, en tout cas par ceux qui s'intéressent à ce monde-là. Je pense qu'il faut s'intéresser à ces mecs-là qui sont très, très pertinents sur plein, plein, plein d'aspects. Je suis en train de lire le livre de Jack Canfield, Le succès sur un Ah, Jack, ok, oui. qui est Jack Canfield, oui, un, c'est qui est ça. un pavé, mais en fait, qui te permet d'éviter, je crois, d'acheter tous les livres dans ce domaine-là, parce que tout est centralisé, c'est incroyable. Ouais. Si j'avais lu ce livre-là plus tôt, je pense que j'aurais gagné du temps, justement. Ah bah oui, c'est ça. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Avec Napoléon. Parce que, alors, bien qu'il y ait plein de choses à redire sur ce personnage, c'est un gars qui vient d'un petit village. Mm. Il a construit un empire. Il n'avait pas forcément un physique au-delà de la norme. Il était même petit, Même à pas l'époque. forcément, voilà, pas forcément joli ni rien. Mais voilà, par détermination, par influence, le mec, il a su gérer plein de choses pour construire un empire. Après, il y a du bien, il y a du moins bien. Euh, Moi, j'aimerais bien passer la journée avec lui pour savoir un petit peu l'état d'esprit Mm. qu'il a animé pour partir de rien et vouloir toujours plus. Comme ça, ce qui a peut-être mené, enfin, ce qui a mené à sa perte aussi, hein.
Mais Oui. parce qu'il a mis en place aussi des choses qui régissent encore notre monde aujourd'hui. Mm. Et on ne s'en rend pas compte, mais très peu de personnalités connues ont eu un impact encore, ont un impact, même les personnalités d'aujourd'hui auront un impact dans 2 siècles. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, moi, c'est vraiment avec une personne, Napoléon, c'est la personne avec laquelle j'aimerais passer une journée. Tu vois, on parlait de livres tout à l'heure. Ça me fait penser à l'auteur Robert Greene, Oui, qui a écrit notamment Power, et puis les 48 lois du pouvoir, ouais, ou du succès, je sais plus. ouais, Enfin bref. Et justement, il parle de tout ça, de cette histoire. Et au final, tu te rends compte qu'il y a des mécanismes qui sont identiques, parce que tout simplement, depuis des millénaires, on n'a pas tant changé que ça d'un point de vue humain, en fait. c'est vrai. J'aime bien lire des bouquins, des biographies de grands leaders ou de grands sportifs ou autres. Mm. Tout ce qui ressort, c'est qu'au final, ils avaient, il y avait quelque chose, un but qui les animait déjà depuis jeunes. Les personnes savaient s'entourer. Ils ont toujours, c'était vraiment l'entourage. Ils ne se sont jamais construits tout seuls. Donc c'est quelque chose qui les anime et savoir s'entourer. Ouais, C'est ce qui exactement. se recoupe tout le temps. Exactement. Pas forcément, comme tu le disais, dans le sport, mais de manière vraiment générale. C'est Donc, ça. et c'est pas pour rien, effectivement. Parce que, comme tu l'as dit, même Napoléon, il s'est pas fait tout seul. Voilà. Mm, mm. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour aller un peu plus loin sur tous les sujets qu'on a abordés à travers ce podcast? Alors, vous pouvez me contacter directement sur Instagram à Purple Bay Kitchen. Sinon, je suis aussi sur Facebook. J'ai aussi une chaîne YouTube où je fais des petites recettes, je fais des questions-réponses. Mhm. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un email à purplebellkitchen@gmail.com, tout simplement. Très bien. Sachez que sur Instagram, je réponds à tous les messages. Eh ben, parfait. Le message est passé et puis on mettra bien évidemment tout ça en lien dans la description. On va passer à la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Et alors, je ne sais pas s'il est passé déjà, c'est Sean de Upside Strength. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui, niveau préparation physique et autres, qui a quand même, pareil, qui est bien calibré, quoi. Et je pense qu'il Hmm. aurait beaucoup à apporter à un podcast. Ouais, ouais. Et puis quelqu'un qui semble très humain. Je l'ai rencontré à Genève en septembre dans le cadre d'un mentorat avec Kevin Ferreira. Et ouais, c'est des gens qui sont très, très friendly et qui donnent beaucoup. Bah, ça serait un plaisir de pouvoir échanger avec Sean. Merci beaucoup pour la reco. Julius, je te laisse le mot de la fin. Si vraiment vous voulez aller plus loin dans votre carrière sportive, plus loin dans votre performance, performance sportive, mais performance de vie, rappelez-vous, c'est la santé qui déterminera votre performance. Agissez pour vous, agissez pour votre santé, agissez pour votre performance. Parfait. Très, très clair. Merci beaucoup, Julius, pour ton partage. Et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les informations et notamment les liens de Julius dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles et ton pouce de bleu. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour pouvoir inviter des spécialistes de qualité. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!